Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir deux types de mémoire, la mémoire déclarative et la mémoire procédurale. Et donc ce sont deux types de mémoire qu'on utilise très souvent lorsqu'il s'agit de la recherche dans le domaine de l'apprentissage et des capacités mentales. Donc je reviendrai vers vous juste après la présentation pour discuter sur le sujet. Fonction cérébrale particulièrement complexe, la mémoire repose sur un système de stockage. Il existe plusieurs modes de stockage, dont chacun a une capacité et une durée propre. En réalité, la mémoire est au centre d'une polémique pour les neuropsychologues qui sont les spécialistes qui s'intéressent à cette fonction mentale. En effet, pour les uns, il faut distinguer la mémoire de travail de la mémoire épisodique, elle-même différente de la mémoire à long terme. En ce qui nous concerne, nous considérons que l'homme présente au moins deux types qualitativement différents de stockage des informations, la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. La mémoire déclarative concerne le stockage et la récupération de données qu'un individu peut faire émerger consciemment, puis exprimer cette mémoire par le langage, d'où le terme de déclarative. La mémoire non déclarative, appelée quelquefois mémoire procédurale, n'est pas accessible à la conscience, contrairement à la mémoire déclarative, du moins dans les détails. Il s'agit de souvenirs qui concernent des associations et des savoir-faire, comme par exemple faire de la bicyclette. Nous venons de voir dans cette présentation qu'il y a deux types de mémoire, la mémoire déclarative et la mémoire procédurale, et ces deux types de mémoire possèdent la même structure anatomique qui permet d'organiser les souvenirs, qui est le système limbique. Cette classification procédurale et déclarative est purement fonctionnelle, car, comme nous allons le voir, la mémoire procédurale et la mémoire déclarative émanent du système limbique qui, lui, a des relations avec les zones et structures qui sont responsables du langage, et il a aussi d'autres relations avec des zones et des structures cérébrales qui sont responsables de la motricité. Le support précis, c'est-à-dire le substrat de la mémoire à l'intérieur du cerveau. Il s'agit du système limbique que nous allons voir en détail. Approchons-nous du système limbique et pour une meilleure visibilité, supprimons les deux hémisphères cérébraux. Le système limbique est situé à la base du cerveau, comme s'il était pris en étau entre les deux lobes temporaux, c'est-à-dire les deux côtés du cerveau. En dehors de la mémoire, il s'agit d'un organe qui gère les comportements spécifiques d'une espèce, la navigation dans l'espace, la vulnérabilité au stress et sans doute d'autres fonctions peu connues pour l'instant. La flèche rouge nous indique à cet instant l'amygdale en vert foncé, située à l'intérieur du lobe temporal que nous ne voyons pas ici. Elle survole maintenant l'hippocampe en vert clair. Désigne le noyau de Meiner en jaune, s'arrête un instant sur le corps mammillaire et survole enfin le thalamus. En dehors du cortex temporal, c'est-à-dire la partie du cerveau correspondant aux tempes, nous venons de voir les zones anatomiques cérébrales responsables des différentes variétés de mémoire citées précédemment. Plus précisément, le système limbique n'est pas véritablement un endroit de stockage de la mémoire à proprement parler, mais plutôt un système qui permet la liaison de divers fragments épars de mémoire. Une lésion du système limbique ne dégrade pas les souvenirs, mais perturbe le rappel conscient sous la forme de mémoire déclarative dont nous avons parlé précédemment. L'apprentissage est en relation directe avec la mémoire procédurale. C'est en quelque sorte une conversion du langage parlé ou écrit en langage moteur, qui est le langage principal de la mémoire procédurale. Cette classification est très importante car elle résout un paradigme dans le cas de l'apprentissage. Ce paradigme est que si vous lisez quelque chose
ou si quelqu'un vous explique comment réaliser une technique, peu importe, une technique dans votre métier, dans votre profession, une technique sportive, etc., eh bien, vous n'allez pas l'apprendre pour autant. Il vous faut beaucoup de temps et beaucoup d'efforts afin d'apprendre cette technique. Donc, la réalisation technique obéit à la mémoire procédurale et non pas à la mémoire déclarative. Deux groupes de médecins ont participé à cette étude. D'une part, des médecins généralistes, d'une autre part, des médecins cardiologues. Ils ont eu pour instruction de lire 2 radiographies du cœur. Ils ont été équipés d'un oculographe avec caméra déportée sur ordinateur, comme vous pouvez le voir ici. Ici, c'est l'écran de l'ordinateur. Donc ici, c'est un autre exemple, mais ça illustre un peu ce qui se passe au niveau de l'écran de l'ordinateur. Donc ici, le sujet a pour tâche de fixer, de regarder, non pas de fixer, de regarder l'image qui est devant lui, les 4 lettres. Et donc on remarque ici qu'il y a des points de fixation au milieu de l'image, au niveau de la lettre G, le L, le D et ensuite le C. Et c'est ce qui correspond à la carte ou au schéma de fixation oculaire. Donc on va faire exactement la même chose avec ces médecins. Et le résultat était le suivant. En ce qui concerne les médecins généralistes, ils ont besoin de 5 points de fixation oculaire afin de pouvoir poser le diagnostic à partir des 2 radios. Et les médecins cardiologues, eh ben, ils ont besoin que de 2 à 3 points de fixation oculaire afin de poser définitivement le diagnostic, ce qui s'explique très logiquement que les médecins cardiologues ont plus d'expérience que les médecins généralistes. Et donc finalement, ils peuvent donner un diagnostic précis en regardant exactement dans certains points. Or, les médecins généralistes ont plus besoin d'autres points de fixation afin de confirmer leur diagnostic. Maintenant, si on demande aux médecins cardiologues d'apprendre ou d'expliquer aux médecins généralistes comment faire afin de lire une radiographie du cœur aussi rapidement et de poser le diagnostic aussi précisément, eh bien, les cardiologues ne pourront pas le faire parce que leur savoir-faire, qui est le fait de lire une radiographie du cœur, est stocké au niveau des circuits de la mémoire procédurale. Donc, pour résumer, il y a une classification de mémoire qui répond à la fois à l'aspect fonctionnel et à l'aspect structural. L'aspect fonctionnel qui correspond à la mémoire procédurale et la mémoire déclarative, et l'aspect structural qui correspond à la fois aux zones et structures cérébrales responsables de la motricité et zones et structures cérébrales responsables du langage et de la parole. Dans cette expérience, il s'agit de comparer 2 groupes d'escrimeurs, un groupe débutant et un autre groupe expert. Et ce que vous voyez ici, ce sont les points de fixation d'un escrimeur débutant. Donc, comme vous pouvez le voir, l'escrimeur débutant commence par regarder au niveau de l'épaule de son adversaire. Ensuite, il comprend très vite que c'est très difficile de prédire les mouvements de l'adversaire en regardant au niveau de l'épaule, donc il réduit la distance et il passe au niveau de la main et du poignet. Ensuite, il revient au niveau de la poitrine parce que ça constitue le point où il doit marquer des points. Et ensuite, il revient très vite vers le bras et l'avant-bras. Et vous allez voir que c'est complètement différent lorsqu'il s'agit d'escrimeurs experts. Là, on a un escrimeur expert, c'est les points de fixation de l'escrimeur expert. Et donc vous avez qui commence par regarder au niveau de la main et du poignet, qui monte ensuite à l'avant-bras, au bras, au niveau de l'épaule et au niveau de la poitrine ensuite. Donc ceci est un schéma d'un escrimeur expert et qui est complètement différent de celui de l'escrimeur débutant. Et c'est ce que l'escrimeur débutant va pouvoir développer tout au long de son apprentissage pour arriver ensuite à devenir expert et donc à regarder de cette façon-là en utilisant cette stratégie de fixation oculaire.
L'oculographie a permis de révolutionner complètement le monde de l'apprentissage. L'oculographie permet de donner un biofeedback à l'apprenant afin de comprendre sa stratégie de fixation oculaire, mais ça ne permet pas autant de la changer. Et il faut toujours faire des efforts, il faut toujours dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie afin d'apprendre une technique. Et donc, ce n'est là qu'un apprentissage par biofeedback. Notre vidéo sur la mémoire est terminée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de chronométrie mentale. À bientôt.